Je remercie encore une fois mes chers amis organisateurs de ces journées pour m'avoir encore impliqué, comme toujours. Mais le sujet qu'on a choisi aujourd'hui, ce n'est pas un sujet que nous vivons beaucoup, effectivement, d'autant plus qu'on a des insuffisances thérapeutiques. Et je vais quand même essayer de vous parler de la conduite à tenir devant une gynécomastie. La gynécomastie, tout d'abord, est la prolifération bénigne du tissu glandulaire mammaire qui se manifeste cliniquement par l'apparition d'un développement mammaire chez les garçons. C'est un symptôme dont le mécanisme et la cause doivent être recherchés. Je vais tout d'abord évoquer la gynécomastie chez le nouveau-né, qui se voit aussi bien chez la fille que chez le garçon, et qui est totalement physiologique. Elle est liée à une imprégnation œstrogénique au cours de la grossesse, et donc il ne faut rien faire, il ne faut pas explorer, et l'évolution rentre dans le cadre de ce qu'on appelle, entre guillemets, une crise génitale, qui se voit beaucoup plus chez la fille que chez le garçon, mais peut se voir aussi chez le garçon, et donc qui disparaît progressivement, spontanément, sans aucun traitement, et ça ne nécessite aucune exploration. Par ailleurs, cette gynécomastie, elle peut être unie ou bilatérale. Elle est le plus souvent physiologique, particulièrement, comme je viens de le dire, chez le nouveau-né, et l'adolescent. Rarement, donc moins de 5% des cas, elle peut être révélatrice d'une pathologie sous-jacente. Je commencerai par ce cas clinique. C'est un adolescent qui est né le 27 septembre 2006, qui consulte notre collègue et ami Dr Amr Mishri en septembre 2019, donc à l'âge de 13 ans, pour une gynécomastie qui évoluerait depuis à peu près une année. Il m'a envoyé la photo par les réseaux sociaux, enfin par Messenger, et je lui pose la question. Oui, il me dit, voilà, j'ai un enfant de 13 ans qui a ça. Je lui pose la question, bien sûr, depuis quand, etc., etc. Poids et taille normaux et testicules pubères avec Tanner P2, A2. Et voilà sa photo. Donc, c'est une gynécomastie qui est quand même importante, relativement importante. On est habitué à voir des gynécomasties parapubertaires, péripubertaires, mais certaines sont modérées et d'autres sont plus importantes, comme vous le voyez ici. Et ça gêne effectivement l'enfant lui-même et les parents. Alors, je lui demande ce bilan. FSH, LH, normaux pour un enfant pubère, testostérone, œstradiol. Vous voyez déjà qu'il y a une disproportion entre l'œstradiol généralement inférieur à 9 à cet âge chez un garçon et une testostérone qui normalement serait plus augmentée à cet âge. La prolactinémie, elle est normalement, la testostérone, c'est entre 2, une fois dans la phase pubertaire, entre 2 et 5, 2 et 8 nanogrammes. La prolactinémie, je l'ai demandé, même si cet enfant n'était pas obèse, elle est normale. Bêta-ACG, on verra pourquoi, inférieur à 0,2. Cortisolémie à 8 heures et à 16 heures normale. Bilan thyroïdien normal. Créatinine normale. Donc le bilan est à peu près rassurant, à part un rapport testostérone sur œstradiol qui est relativement bas. Vu la gêne, vu la situation de cet enfant, il me dit que les parents vraiment veulent avoir un traitement, je conseille de faire des applications locales de dihydrotestostérone. C'est le dérivé actif de la testostérone. La testostérone, vous savez qu'elle est réduite en dihydro par la 5-alpha-réductase, en application de 10 grammes par jour, pendant 3 mois, ne pas laver pendant les 6 heures. C'est un produit qu'elle a dû acheter
Il n'existe pas en Tunisie. Les parents ont dû acheter de l'étranger. Au bout de 3 mois de traitement, il n'y a pas de régression. Je conseille une surveillance et en cas de persistance, aller vers la chirurgie. Je téléphone à Amar pour me donner des nouvelles. Il me dit, j'ai le téléphone de la maman, pourtant je la vois toujours, je ne lui ai jamais demandé comment est-ce qu'il a évolué son enfant. Je vous mettrai au courant dès qu'il m'informera parce qu'il ne m'a pas encore informé. C'est un patient que je n'ai jamais vu. Tout d'abord, il faut, par contre, si Marcin est ici présent, j'ai adressé au service de chirurgie pédiatrique, effectivement, 1 ou 2 patients pour traitement chirurgical de la gynécomastie. Donc, comment examiner une gynécomastie? Il faut que le patient soit allongé sur le dos, les mains derrière la nuque. L'examinateur palpe au moyen de son pouce, comme vous le voyez sur cette image, et de son index la région sous-aréolaire et autour de l'aréole. Une vraie gynécomastie, on palpe une petite masse tissulaire élastique, molle ou ferme, non indurée, située de façon concentrique par rapport au mamelon et à l'aréole. Et l'augmentation du volume de la glande mammaire peut se résumer à un soulèvement isolé du mamelon avec cette masse qu'on palpe jusqu'au développement d'un sein pratiquement d'aspect féminin. Voilà un cas de gynécomastie fait de profil et vu de face. Il s'agit bien sûr d'un de mes patients. Mais il y a un diagnostic différentiel à faire. On peut apprécier tout d'abord la sensibilité, ça peut être douloureux. Le plus souvent, il n'y a pas bien sûr d'adénopathie, il n'y a pas d'écoulement, donc on n'a pas d'arrière-pensée d'un problème tumoral. Chez les enfants obèses, on peut avoir effectivement, entre parenthèses, entre guillemets, une gynécomastie qui n'en est pas une. En fait, c'est de l'adiposité, beaucoup plus. C'est du tissu adipeux, sans glande mammaire, et c'est vrai que ça peut être parfois difficile à distinguer d'une gynécomastie réelle, vraie. Ça, c'est un enfant que j'ai vu il n'y a même pas, avant d'arriver ici, 2 ou 3 jours, et donc qui est venu consulter, pas pour la gynécomastie, mais pour un autre problème essentiellement micropénis, et qui avait une IMC importante. C'est un enfant qui est obèse et qui a beaucoup plus une adiposité plutôt qu'une gynécomastie. Il faut faire un examen clinique complet et en particulier examiner les organes génitaux externes pour savoir s'il n'y a pas effectivement une anomalie de la taille de la verge et surtout palper les testicules et voir est-ce qu'il n'y a pas une asymétrie testiculaire, est-ce qu'il n'y a pas une induration, parce qu'une tumeur testiculaire peut être responsable d'une gynécomastie. Quels sont les mécanismes, quelle est la physiopathologie, si vous voulez, de cette gynécomastie? C'est vrai que il n'y a pas de connaissances précises, mais en faisant une revue de la littérature, on voit que c'est essentiellement l'aromatisation de la testostérone en oestradiol. L'aromatase, c'est un enzyme qui existe dans le tissu adipeux, qui existe dans les ovaires, qui existe dans les testicules, qui existe dans les surrénales, et à des taux normaux, normalement, cette enzyme permet la transformation d'une certaine quantité de testostérone en oestradiol. Lorsque les choses sont équilibrées, il n'y a aucun problème. Mais dans certaines situations, il y a une rupture de cette balance testostérone-oestradiol avec, on sait, un effet inhibiteur de la testostérone sur le développement mammaire, alors qu'il y a un effet prolifératif, bien sûr, de l'oestradiol. On va voir effectivement que cette situation peut se voir chez un enfant
au cours de la période pubertaire d'une manière transitoire, mais il y a certains qui peuvent avoir cela d'une manière continue, permanente. Les adolescents porteurs ainsi de gynécomastie pubertaire auraient un déficit relatif en testostérone versus œstradiol, comme on l'a vu chez notre malade, et un rapport œstradiol sur testostérone plus élevé que les garçons du même âge, mais qui n'ont pas de gynécomastie. Quand faut-il rechercher l'étiologie d'une gynécomastie? Autrement dit, quand faut-il explorer? On a dit que dans la plupart des cas, ce sont des gynécomasties qui sont modérées, qui apparaissent souvent quelques mois avant le début de la puberté et qui persistent au moment de la puberté et qui généralement sont modérées et parfois les parents s'inquiètent. Dès qu'ils voient une petite boule de sang chez un garçon, bien sûr, ils vont s'inquiéter et vont l'amener à consulter. Il faut les rassurer si vous êtes en péripubertaire ou déjà la puberté vient de commencer, vous dites il est âgé de 11 ans cet enfant, donc sa puberté va commencer d'ici quelques mois et donc il ne faut pas s'inquiéter. Mais il faut surveiller. Alors, à l'adolescence, quand est-ce qu'on va surveiller? Quand est-ce qu'on va explorer? S'il s'agit d'une gynécomastie pubertaire, elle est bilatérale le plus souvent. Et souvent, lorsqu'on pose la question, on nous dit que, effectivement, le papa, par exemple, il a eu aussi ça. Mais ce n'est pas d'office. 20 à 70% des adolescents présentent ainsi une gynécomastie pubertaire. Donc, ce n'est pas si rare que ça. Elle survient vers 13 à 14 ans, parfois avant. J'ai dit même avant le début de la puberté. Le plus souvent, elle est très modérée et dans 90% des cas, elle est spontanément résolutive en l'espace de 3 ans. Donc, celle-là, on la surveille, il ne faut pas l'explorer. Elle peut parfois être unilatérale. Ce n'est pas si rare que ça. Elle peut être physiologique et se bilatéraliser secondairement ou rester unilatérale. Bien sûr, c'est surtout la crainte. Est-ce qu'il n'y a pas une tumeur du sein, etc. Mais c'est exceptionnel, c'est rare. Au moindre doute, vous faites de toute façon une échographie et le radiologue va vous rassurer. En tout cas, la mammographie et l'échographie mammaire ne sont pas indiquées de première intention devant une gynécomastie de l'adolescent. Il faut rechercher quand même systématiquement, surtout si la gynécomastie est plus importante qu'habituellement, est-ce qu'il n'y a pas une notion de prise de certains médicaments ou de certains produits qui peuvent induire une gynécomastie. Les stéroïdes anabolisants androgéniques, utilisés par les adolescents sportifs qui stimuleraient les performances et le développement musculaire. D'ailleurs, nous avons souvent une acné associée. Et le rétrocontrôle négatif hypothalamo-hypophysaire serait à l'origine d'un hypogonadisme avec donc une baisse de testostérone. C'est une gynécomastie à androgène bas, responsable de ce déséquilibre entre l'œstradiol et les androgènes. Il y a aussi la consommation de drogues à fin récréative, et c'est la mode actuellement. Les mécanismes exacts ne sont pas toujours clairs. La présence d'œstradiol végétal exagérée est considérée comme un déclencheur, par exemple, dans la marijuana. Les opioïdes réduisent la testostérone, la FSH et la LH. Et cet effet est probablement dû à des effets inhibiteurs à la fois de l'axe hypothalamo-hypophysogonadique et sur la production testiculaire de testostérone. Donc ça diminue FSH-LH et ça diminue la sécrétion de testostérone. Voilà une liste non exhaustive des produits qui peuvent entraîner des gynécomasties, les stéroïdes anabolisants, les analogues d'AGNRH, la chimiothérapie avec méthotrexate, cyclophosphamide, vous savez qu'ils ont des effets anti-androgènes, le kétoconazole, l'isoniazide, le métronidazole, bien sûr, mais certains médicaments qui sont pris pendant quelques jours, mais lorsque c'est pris d'une manière plus longue, ça peut entraîner l'oméprazole, le diazépam, l'halopéridol, les phénothiazines, les antidépresseurs cycliques, les anticalciques, les amphétamines, ainsi de suite. Deuxième, donc, péripubertaire,
parapubertaire ou prise de médicaments ou de drogues. Le syndrome de Klinefelter peut effectivement être responsable d'une gynécomastie. C'est l'anomalie chromosomique qui est la plus associée à une gynécomastie chez le garçon. Et peut-être il va être suspecté devant l'association d'une grande taille, de petits testicules alors que l'enfant est pratiquement en période péripubertaire ou déjà normalement il devrait atteindre sa puberté et il n'a pas entamé sa puberté. Et la confirmation se fera bien sûr par le karyotype qui va montrer 47XXY. La prévalence de la gynécomastie dans le syndrome de Klinefelter est de 70%. Et il y a bien sûr un risque de développer un cancer sous-jacent du sein plus élevé que chez les hommes de la population générale. D'autres désordres endocriniens peuvent aboutir à une gynécomastie, l'hyperprolactinémie qui se voit surtout chez des enfants obèses, et donc c'est pour cela que c'est difficile de savoir est-ce qu'il s'agit du tissu adipeux ou d'une glande mammaire. L'échographie peut aider. Autant l'hypothyroïdie que l'hyperthyroïdie peuvent donner une gynécomastie. Ce n'est pas bien sûr permanent, ça, vous le savez. En effet, au cours de l'hyperthyroïdie, il y a une testostéronémie qui peut être basse et associée à une hyperprolactinémie. Et au cours de l'hyperthyroïdie, il y a une augmentation des concentrations d'œstradiol ou des protéines qui transportent la testostérone et l'œstradiol. Et donc, le fait qu'il y a une augmentation du sex-binding globulin va entraîner un œstradiol libre plus important et cela va entraîner effectivement donc cette gynécomastie. Cette protéine sex-hormone binding globulin diminue la testostérone libre et augmente l'œstradiol. Lorsqu'il est augmenté, la testostérone libre va diminuer et l'œstradiol va augmenter. Dans ces deux maladies, hyper et hypothyroïdie, il suffit d'équilibrer l'enfant pour que tout rentre dans l'ordre. Autre cause, le syndrome d'excès d'aromatase. On a dit dès le début que même dans les conditions physiologiques, c'est cette aromatisation qui entraîne effectivement une augmentation du rapport œstradiol sur testostérone. Mais nous sommes toujours ici dans les 5% à Rawa. On sort du physiologique. L'aromatase, effectivement, elle peut, sans être augmentée, elle peut être responsable chez certains enfants d'une aromatisation d'une plus grande quantité d'androgènes, tout simplement en œstradiol. Mais ici, nous rentrons dans le syndrome d'excès d'aromatase et qui est le plus souvent familial parce que c'est une maladie qui est transmissible, autosomique, dominante. Donc souvent, on a des gynécomasties familiales. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure que même on peut avoir des gynécomasties familiales physiologiques. Donc, mais là, la gynécomastie est nettement plus importante le plus souvent. Et cette surexpression d'aromatase, qui est cette enzyme responsable de la synthèse des œstrogènes à partir des androgènes, va entraîner une hyperœstrogénémie et donc une gynécomastie, et des mutations du gène de l'aromatase CYP19A1 ont été rapportées. 40 hommes ont été caractérisés jusqu'à actuellement dans la littérature qui sont porteurs de cet excès héréditaire de l'aromatase. Les corticostéroïdes, vous savez que la plupart du temps chez l'enfant, ils sont masculinisants et donc vous avez au contraire une hyperandrogénémie. Mais exceptionnellement, il peut y avoir des corticostéroïdes féminisants. Donc l'association d'une hypertension artérielle, d'un hypercorticisme, associé à une gynécomastie, doit faire évoquer un corticostéroïde féminisant et faire les explorations nécessaires, l'échographie, scanner éventuellement. Les tumeurs de testicules. Devant toute asymétrie testiculaire, une échographie testiculaire sera prescrite. En effet, la gynécomastie peut être chez l'adulte jeune, généralement plus de 20 ans, mais ça peut se voir exceptionnellement chez l'enfant et l'adolescent, le premier signe clinique d'une tumeur germinale ou non germinale des testicules. Cette situation est exceptionnelle chez l'enfant et l'adolescent, mais justifie un examen systématique des testicules chez tous les patients porteurs d'une gynécomastie. Donc l'essentiel pour nous, c'est d'éviter des raretés, mais qui ont un traitement.
Ça, c'est pendant la période de l'adolescence. Maintenant, si on a une gynécomastie avant la puberté, en dehors des gynécomasties néonatales, c'est que c'est pathologique. Si on a un enfant qui, à l'âge de 6 ans, commence à l'âge de 4 ans ou 3 ans à avoir une gynécomastie, c'est pathologique. Et donc à explorer systématiquement. Alors, elle peut rentrer dans le cadre de certains syndromes. Là, ici, ces enfants qui ont des amartomes gastro-intestinaux, une pigmentation surtout cutanéo-muqueuse, comme vous le voyez ici des lèvres, et qui sont prédisposés à faire des scanners, on peut avoir, dans ces cas-là, une gynécomastie. On peut avoir aussi des tumeurs bénignes testiculaires associées, calcifiées, et ce syndrome lié à des mutations inactivatrices du gène STK11. Ce sont les inhibiteurs de l'aromatase qui sont parfois prescrits dans ces situations-là et entraîneraient la disparition de la gynécomastie. Le syndrome de Carney, c'est une maladie autosomique dominante responsable d'anomalies aussi pigmentaires comme le syndrome précédent, mais de tumeurs endocriniennes. Elle peut être responsable de syndrome de Cushing, de nodules surrénaliens et parfois aussi de tumeurs non endocriniennes telles que myxome, tumeur du sein, etc. 70% des patients ont des mutations ou des délétions de ce gène-là, et là aussi, les inhibiteurs vont aider à diminuer la gynécomastie, mais le problème, il rentre dans un syndrome rare. Autre étiologie, ce sont des raretés, là aussi, que j'ai retrouvées en préparant ce... Merci à Adel pour ce que tu m'as proposé. 3 garçons prépubères, 4, 8 et 10 ans, ayant présenté une gynécomastie après utilisation de produits tels que des savons ou de huile de bain ou gel de douche, contenant des huiles essentielles de lavande et d'arbres de thé, tea tree. La question de l'effet d'œstrogène-like de ces produits a été soulevée. D'ailleurs, à la même occasion, si la maman a des produits tels que des crèmes contenant des œstrogènes, etc., si l'enfant se badigeonne avec ces crèmes-là, il peut avoir bien sûr aussi une gynécomastie. Une méta-analyse récente, citée dans la littérature, 11 cas potentiels de gynécomastie induite par des huiles essentielles. Vous savez que les huiles essentielles, à partir d'un certain âge, d'ailleurs, sont interdites. Sans qu'il soit possible, en dehors d'une étude bien sûr prospective, de faire la relation de cause à effet et d'en faire des destructeurs endocriniens. Quel bilan proposer devant ces situations où on évoque une pathologie? Tout d'abord, quand est-ce qu'il faut le demander? Si la gynécomastie pubertaire bilatérale récente bien tolérée, rien faire. D'autant plus que l'examen clinique est normal, il ne montre pas de manifestations associées. Il faut proposer initialement un simple suivi et une consultation à l'adolescence. Si la gynécomastie est ancienne, traînante, mal tolérée, explosive ou qui s'aggrave, si on a aussi des petits testicules ou des testicules asymétriques, si on a une hypertension artérielle et une acné, et aussi si la gynécomastie doit être opérée, il faut faire un bilan avant l'intervention. Et enfin, toute gynécomastie dans l'enfance, avant l'adolescence, doit avoir un bilan, un examen clinique et un bilan. Dosage de l'estradiol, de la testostérone, de FSH-LH. Le dosage de l'estradiol dépiste une production gonadique ou extragonadique d'œstrogène qui freine l'ALH, qui l'ALH va être diminué. D'ailleurs, une ALH élevée accompagnée d'une testostéronie basse, signe d'insuffisance testiculaire, et on rentre dans le cadre du Klinefelter. Asymétrie des testicules, dosage HCG tumoral et échographie testiculaire. Et le karyotype devant un adolescent avec des petits testicules et une gynécomastie à la recherche d'un 47 XXY. C'est clair? Traitement. Le traitement médical de la gynécomastie vise à corriger le déséquilibre œstrogène-androgène. Donc, est-ce qu'on peut donner des inhibiteurs de l'aromatase? On n'en a pas ici. Enfin, je vous en parlerai un peu plus.
en inhibant la production d'œstrogènes et en bloquant les effets de ces œstrogènes sur le sein ou en donnant des androgènes. Donc, on bloque l'action de l'aromatase ou on donne des androgènes. C'est pour cela que l'enfant a décarténé l'androxyme pour essayer de diminuer du volume. Malheureusement, les données sur l'efficacité des traitements médicaux dans les gynécomasties de l'adolescence sont très limitées à des petites séries et on ne peut pas tirer des conclusions. Comme traitement qui peut être un anti-œstrogène, c'est le tamoxifène. Ça existe en Tunisie. Et en générique, c'est le tamifène, 10 ou 20 mg. Il bloque l'effet prolifératif des œstrogènes sur le sein. Il n'existe pas d'études contrôlées, randomisées, évaluant son efficacité dans la prise en charge de la gynécomastie pubertaire idiopathique, traînante, je veux dire, importante. Et certaines études montrent qu'il y a une certaine efficacité clinique possible et qu'aucun effet secondaire clinique n'a été signalé, observé. Donc, c'est des séries limitées, vous savez, on n'en voit pas beaucoup. En fait, il y a aussi un autre produit qui est un inhibiteur de l'aromatase. Là, on ne l'a pas. L'anastrozole, qui a été testé dans un essai contrôlé sur 80 patients atteints de gynécomastie, mais il n'y a aucune différence significative, n'a été mise en évidence dans l'évolution. Donc, ce n'est pas efficace. Aucun de ces médicaments n'a la même en pédiatrie. Et en fait, le problème, c'est que ces produits ne peuvent avoir d'effet que si on les utilise précocement, dès que la gynécomastie apparaisse, 6 mois, 8 mois plus tard, au plus tard. Si ça évolue, donc on atteint à un certain moment une inefficacité de traitement parce que cela a été vérifié chez les adultes. Les adultes qui ont une gynécomastie, ces produits sont efficaces si on les débute précocement, mais si ça traîne depuis 2 ans, 3 ans, or, chez l'enfant, on ne voudrait pas traiter. D'autant plus qu'il n'y a pas de même, on voudrait surveiller. Donc on ne peut pas se permettre d'utiliser ces produits précocement. C'est pour cette raison, en fin de compte, qu'ils ne seront pas efficaces. C'est pour cela que la balle est dans le camp de nos amis chirurgiens pédiatres. Le traitement de la gynécomastie, en effet, chez l'enfant, est le plus souvent chirurgical. On fait soit une liposuction, une ablation de la glande mammaire par une incision qui est fine périalvéolaire. Les chirurgiens peut-être nous diront plus. Il y a parfois des hématomes, c'est le seul effet qui peut se constituer, mais pour le reste, ça se passe généralement bien. En conclusion, la gynécomastie est le plus souvent parapubertaire et d'évolution spontanément favorable. Chez le nouveau-né aussi, elle est d'évolution favorable. En cas de gynécomastie évolutive, traînante ou associée à d'autres manifestations cliniques, ou lorsque ça commence tôt, avant l'âge de la puberté, avant l'adolescence, ça mérite un bilan. Le traitement va dépendre de la cause. Lorsqu'il y a une cause, on a vu corticostéroïde, Klinefelter, hypo- ou hyperthyroïdie. Mais en cas de gynécomastie isolée, mal tolérée, pour laquelle il n'y a pas de cause traitable, le traitement est le plus souvent chirurgical. Et je vous remercie.